Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, après la seconde attaque meurtrière en moins d'une semaine du groupe terroriste Al-Shabaab au Kenya, le président a limogé le ministre de l'Intérieur et le chef de la police. 36 personnes avaient été tuées dans le nord-est du pays ce lundi. Le Burkina Faso a rendu hommage aux victimes de sa révolution. Ce mardi, 7 victimes tombées au cours du soulèvement populaire qui a déposé l'ancien président Blaise Compaoré ont été enterrées. Le Conseil national de la jeunesse vient de tenir sa session inaugurale au Congo. Premiers objectifs, miser sur l'emploi et la formation de cette catégorie de la population et insister sur des axes comme l'éducation ou encore la santé. Le président kényan a réagi à la dernière attaque des Shabaab perpétrée ce lundi. Le ministre de l'Intérieur et le chef de la police ont été démis de leurs fonctions mardi. L'attentat avait causé la mort de 36 personnes dans le nord-est du pays. Sally Ganem. Les Shabaab ont mené une nouvelle attaque ce lundi 1er décembre au Kenya, dans une ville frontalière de la Somalie. D'après la Croix-Rouge, au moins 36 personnes ont été tuées. Cet attentat est le dernier en date d'une longue série d'attaques de ces combattants islamistes affiliés à Al-Qaïda. Le groupe armé montre une nouvelle fois sa dangerosité et sa facilité de déplacement dans l'ensemble de la Corne d'Afrique. Et pour cause, n'utilisant pas les mêmes moyens, le gouvernement s'est trouvé jusqu'à présent en incapacité de mettre fin aux agissements de ces terroristes. Tous ces mouvements extrémistes, terroristes qui ensanglante l'Afrique, en particulier la Corne de l'Afrique. L'éradication est une urgence, est une nécessité. Mais simplement, comme c'est une guerre asymétrique, que les États n'utilisent pas les mêmes moyens que ces groupes-là, c'est très compliqué justement de les combattre. C'est-à-dire de savoir quand ils vont frapper, où ils vont frapper, comment ils vont frapper. Et comme eux, ils cherchent la terreur, à frapper les esprits des imaginations par la terreur, les combattre, soit les États adoptent les mêmes moyens ou mettent en place des forces spéciales qui vont les traquer. Suite à ce massacre, le président kényan a réagi en limogeant ce mardi 2 décembre le ministre de l'Intérieur et le chef de la police, leur reprochant l'incapacité des forces de sécurité kenyanes à prévenir les attaques des Shabaab. Les autorités doivent également faire face aux conséquences de ces attaques sur l'économie du pays. En effet, le tourisme sur la côte, qui est un secteur clé de l'économie kenyane, est aujourd'hui sinistré. De plus, des syndicats de fonctionnaires, professeurs et médecins ont conseillé les travailleurs venus d'autres régions de quitter le nord-est du Kenya. Moi, je pense qu'il faut d'abord régler les questions économiques et les questions sociales en amont et stabiliser les États fragiles comme la Somalie pour justement enlever aux jeunes qui sont tentés par ces mouvements l'envie d'aller les rejoindre. Le Kenya est la cible de nombreux attentats depuis son intervention militaire en Somalie en 2011. Pour rappel, les rebelles islamistes ont tué au Kenya jusqu'à présent plus de 700 personnes, dont 500 civils. Des troupes de l'Union africaine se sont depuis jointes aux forces kenyanes pour combattre le groupe islamiste Al-Shabaab. Au Nigeria, la ville de Damaturu sous couvre-feu depuis l'attaque de Boko Haram lundi. Cette ville du nord du pays avait été meurtrie par une attaque de la secte islamiste. Le bilan provisoire fait état d'au moins 59 morts. Provisoire car d'après les témoins, les membres de Boko Haram auraient emmené des victimes avec eux. Le gouvernement a demandé aux habitants de rester chez eux pour que la traque des terroristes se poursuive. Il y a un peu plus d'un mois, l'ancien président Blaise Compaoré quittait le pouvoir sous la pression de la rue au Burkina Faso. Les Ouagalais manifestaient pour empêcher la modification constitutionnelle qui lui aurait permis de se représenter. 19 victimes avaient été recensées, dont 7 enterrées ce mardi. Retour sur une journée de commémoration avec notre correspondant Wendiam Valentin Compaoré. Le Burkina Faso a organisé ce mardi des funérailles officielles pour ses martyrs. En effet, suite à l'insurrection populaire les 30 et 31 octobre 2014 qui a contraint le président Blaise Compaoré à la démission, ils sont au total 24 personnes qui ont été tuées, mais d'autres ayant déjà été enterrées. 6 cercueils recouverts du drapeau burkinabé, frappés des couleurs rouge, vert et jaune, sont arrivés à bord d'un porte-char de l'armée sur la place de la Nation à Ouagadougou, suivi de l'enterrement au cimetière de Gonguin. Un moment d'émotion pour les populations sorties nombreuses. Vous n'êtes pas morts pour rien. Vous êtes morts pour la grande cause des peuples libres qui ont payé leur liberté avec le sang. On ne devient esclave que lorsqu'on n'a plus la volonté de se défendre. C'est pourquoi on peut qualifier ce jour de fierté.
Fierté de la nation retrouvée, fierté de l'intégrité affirmée, fierté des dignes fils et filles tombés sur le champ d'honneur, fierté d'être burkinabé. Dormez alors en paix. Cette révolte populaire a causé plus de 600 blessés, parmi lesquels Issouf Nakanabo, artiste musicien pour qui mourir pour une noble cause doit être une fierté. C'est un sentiment assez abstrait, parce que non, il faut entrer dans le cœur de chaque Burkinabé pour pouvoir les ressortir. Ce n'est pas des trucs qu'on traduit en paroles. Mais aujourd'hui, c'est que vous tous ici, président, vous êtes fiers d'être Burkinabé. En fait, on est tous contents. On est là pour un enterrement, ce n'est pas un lieu où on manifeste la joie. Mais pour quelqu'un qui a mené un bon combat et qui a péri, notre hymne national le dit, la patrie ou la mort nous vaincront. Donc ils sont sortis pour la patrie, ils sont morts pour la patrie. Donc ils sont réellement fiers d'être morts pour la patrie, parce que ce n'est même pas tout le monde qui a la chance de mourir pour la patrie. Les victimes ont été élevées au rang de martyrs par le gouvernement. Ainsi, le mémorial des héros nationaux sera désormais le panthéon des martyrs de la révolution du 30 octobre, une manière pour le gouvernement de leur rendre hommage. Le congrès du parti au pouvoir depuis 1980, le ZANU-PF, a commencé ce mardi au Zimbabwe. Les 12 000 délégués devraient reconduire le chef du parti et président du Zimbabwe, Robert Mugabe. Mais cette année, le congrès se déroule dans une ambiance particulière. Plusieurs pontes du parti ont été évincées récemment. La vice-présidente Joyce Mujuru a été accusée de pactiser avec les Occidentaux. Et l'ancien leader des vétérans de la lutte pour l'indépendance, Jabulani Sibanda, a été arrêté vendredi dans la ville au sud du pays de Bulawayo. Au Congo, le Conseil national de la jeunesse veut mettre un accent sur la formation et l'emploi des jeunes. L'organisation, dotée d'un nouveau président depuis 6 mois, vient de tenir sa session inaugurale. Quelles sont les missions et les défis de la nouvelle équipe en place? Élément de réponse avec notre correspondant Prince Bafolo. La nouvelle équipe du Conseil national de la jeunesse du Congo prend officiellement fonction. Élue en mars dernier, elle a tenu sa session inaugurale en novembre dernier à Brazzaville. Le nouveau bureau veut se donner les moyens pour la formation et l'éducation des jeunes. Première activité importante depuis sa mise en place, l'organisation de la participation civique et démocratique, un événement qui vise à impliquer les jeunes dans le processus électoral. Si vous remarquez, dans le contrat social du président de la République, l'éducation occupe une place de choix. Et il écrit, je cite, « Une population éduquée et assez préparée à accélérer son développement ». Du coup, nous, on se focalise plus sur l'éducation. Dans son programme, le Conseil national de la jeunesse veut privilégier 5 axes principaux: éducation, santé, communication, emploi, plaidoyer et bonne gouvernance. Il s'agira de former les jeunes dans ces domaines et leur faciliter ainsi l'accès à l'emploi. Sous la tutelle du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, le Conseil national de la jeunesse se doit, selon les autorités politiques, de jouer sa part dans l'autonomisation des jeunes au Congo. C'est ce qui explique la tenue du dialogue intergénérationnel qui a eu lieu en novembre dernier. Il s'agit par ce dialogue de faire participer les jeunes au processus de prise de décision et de contribuer à une transmission des valeurs sociétales, des valeurs morales d'une génération à une autre, d'amener les jeunes à s'approprier la politique de développement de leur pays, de mieux la comprendre pour mieux la défendre et pour être sûr que demain, et lorsque eux aussi arriveront aux affaires, ils seront à mesure de poursuivre l'œuvre qu'auront commencé leurs aînés. Les défis du Conseil national de la jeunesse du Congo restent grands. L'organe devra aujourd'hui mener des actions significatives et fédérer le maximum de jeunes. Le Nigeria qui marque sur le plan économique la volonté de créer une nouvelle génération d'entrepreneurs sur le continent. Un objectif chiffré à 10 000 entreprises au cours des 10 prochaines années. C'est l'homme d'affaires nigérien Anthony Elumelu qui est à l'origine de cette initiative. Reportage de notre correspondante à Folakio Innoye. Le Tony Elumelu Foundation Entrepreneurship Programme est un programme de 10 ans qui vise à former, financer et accompagner une nouvelle génération d'entrepreneurs dans les 54 pays du continent. Tony Elumelu, l'une des premières fortunes du Nigeria, souhaite ainsi aider les jeunes porteurs de projets d'entreprise à réaliser leurs rêves.
Le programme d'entrepreneuriat se démultiplie à travers l'ensemble des 54 pays d'Afrique. Il ne fait pas de discrimination. Chaque Africain est admissible à cela. Nous voulons avoir 1 millier d'entrepreneurs chaque année pendant 10 ans. Ce sera 10 000 entrepreneurs et nous aurons à dépenser 100 millions de dollars pour qu'ils réussissent. Ce programme qui s'étale sur 10 ans permettra de consacrer 100 millions de dollars dans la formation et le financement de 10 000 start-up et jeunes entrepreneurs du continent. L'objectif étant de créer 1 million de nouveaux emplois et 10 milliards de dollars de revenus annuels. Angie est membre du comité de sélection des bénéficiaires. Son rôle au sein de la fondation, participer au traitement des candidatures francophones. C'est un potentiel énorme. C'est un potentiel énorme. Presque toute la côte ouest africaine est francophone. Il est important que des efforts soient faits pour soutenir ces jeunes-là, surtout quand on voit une sorte de retard dans le succès enregistré par le secteur privé dans d'autres pays. L'environnement politico-juridique n'est pas particulièrement favorable aux entrepreneurs en comparaison avec les pays comme le Nigeria, où ils ont mis en place un système plus ou moins efficace. C'est ce qu'on voit au Kenya ou encore au Ghana. Les francophones sont encore en retard. Les jeunes intéressés pourront soumettre leur candidature à partir de janvier 2015 via le site web de la Fondation. Ils bénéficieront, s'ils sont retenus, de 12 semaines de formation et de 5 000 dollars. Ce financement permettra de donner vie à leur projet d'entreprise. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.